En Algérie, quelque chose de très intéressant est en train de se passer. Il paraît que les Algériens seraient en train de balancer les Afro-descendants ou les Africains subsahariens dans le désert pour qu'ils rentrent chez eux. Au Mali, les gens se plaignent parce qu'il y a eu dissolution des partis politiques. Vous vivez dans un pays où, au passage dans les autoroutes, vous payez en rapport avec le nombre de gens dans la voiture. C'est-à-dire, quand vous arrivez au péage, à l'autoroute, vous vous arrêtez, le paiement que vous faites ne dépend pas du poids de la voiture, mais plutôt du nombre des passagers à l'intérieur. Et vous en avez 4 en votre voyage. Pendant ce voyage, vous partez, arrivez au passage, vous avez prévu assez d'argent pour 4 personnes. Vous vous apprêtez à payer le policier qui regarde, examine la voiture, pour voir s'il y a vraiment 4 personnes, on retrouve 2 autres passagers qui étaient cachés dans l'arrière de la voiture, sans que vous vous en rendiez compte. Et vous êtes maintenant obligé de payer un peu plus d'argent ou carrément de rentrer, étant ainsi en incapacité d'aller à votre destination où il y a une fête importante de la famille. Comment réagissez-vous? Premièrement, vous payez l'argent et vous passez. À une autre occasion, vous venez encore une fois, vous espérez être 4 personnes. Arrivé à la frontière, le policier regarde dans la voiture et finalement regarde dans la voiture et réalise que vous êtes en effet 7. Parce que 3 personnes se sont dissimulées dans la voiture sans que vous n'en soyez au courant. C'est-à-dire les enfants du voisin sont entrés dans votre voiture sans vous en parler et se sont dissimulés à l'arrière de la voiture sans vous dire un seul mot. Vous vous retrouvez dans un coin obligé soit de payer ou d'avoir une amende ou de les laisser partir. Mais vous n'avez plus d'argent. Vous faites quoi? Vous les laissez sortir au milieu de nulle part pour rentrer à la maison, chercher leurs moyens. En effet, personne ne leur avait demandé d'entrer dans la voiture. Ou bien vous en subissez les conséquences. Point d'interrogation. En Algérie, quelque chose de très intéressant est en train de se passer. Il paraît que les Algériens seraient en train de balancer les Afro-descendants ou les Africains subsahariens dans le désert pour qu'ils rentrent chez eux. On est comme ça au désert, les frérots, regardez, c'est l'Algérie, on a tout contre l'Algérie, ça c'est le remerciement de l'Algérie. Il nous a mis au désert. Vous venez pour immigrer de manière illégale en Algérie, ou vous essayez de traverser l'Algérie pour aller en Europe. On vous attrape et on va vous balancer dans le désert pour vous chercher. On vous dit, cherchez votre moyen de traverser et de rentrer jusqu'au Niger. Est-ce une bonne chose ou pas? L'Algérie rassemblerait des migrants et le conduirait par bus vers une zone reculée du désert du Sahara et le forcerait à traverser la frontière avec le Niger voisin. Cette pratique est connue sous le nom de refoulement. Une ONG qui surveille les migrations de la région indique que jusqu'à 4000 migrants et réfugiés sont arrivés dans la ville nigérienne d'Assamaka, rien qu'en avril. 4000 personnes ont été renvoyées depuis l'Algérie. 4000 subsahariens par l'Algérie renvoyés. Et on ne parle pas de ceux-là qui n'ont pas pu traverser le désert, c'est-à-dire ceux qui sont tombés et ont succombé à la chaleur ou le froid. Parce que je vous rappelle ici, le désert est très houleux. Pendant la journée, il fait extrêmement chaud et pendant la nuit, il peut faire extrêmement froid. Assamaka se trouve à environ 15 km du point zéro. C'est là que les autorités algériennes déposent les migrants. Une fois abandonnés, ils n'ont d'autre choix que de marcher pendant des heures sous des températures extrêmes, souvent sans eau ni nourriture. Donc, l'Algérie, ici, sur la carte, comme vous voyez, a décidé de prendre tout ce qu'il y a comme subsahariens et les renvoyer au Niger, à travers le désert. C'est-à-dire, toutes ces personnes, tous ces gens-là qui viennent généralement de l'Afrique de l'Ouest, désirant aller en Europe à travers le Maghreb, sont arrêtés en Algérie et renvoyés au désert. Et apparemment, il n'y a pas seulement des Africains qui y sont, il y a aussi des gens qui viennent de Bangladesh, qui viennent de l'Asie, qui viennent traverser à travers l'Afrique de l'Ouest, espérant traverser l'Algérie et aller au nord. Alors, dans le passé, apparemment, c'était beaucoup plus facile. Certains Africains ont eu la possibilité de traverser l'Algérie et finalement traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Mais à partir de 2015, quelque chose s'est passé. En 2015, il y a eu réunion entre l'Union européenne et l'Algérie. Il y a eu une discussion, bien que ça n'a pas été officiel. Il y a eu un accord bilatéral spécifique sur l'immigration en Algérie. Leur coopération sur la question migratoire s'inscrivait dans une stratégie plus large de l'Union européenne visant à collaborer avec des pays africains pour gérer le flux migratoire et s'attaquer aux causes profondes de la migration. C'est-à-dire, l'Union européenne avait donné de l'argent, sans qu'on le dise, pour que tout ce qu'il y a comme de subsahariens qui osent traverser cette partie, qui osent tenter de partir en Europe à travers l'Algérie, soit arrêtés et maltraités convenablement dans l'objectif de soit de s'éteindre là ou de ramener le message à la maison en disant il faut pas essayer. Il faut pas essayer là-bas parce que c'est très dur. Donc, au lieu de gérer ce problème en Europe quand vous arrivez, autant mieux gérer le problème à l'origine, en Afrique. Pendant que vous essayez de traverser vers le Maghreb, c'est là qu'on vous arrête. On vous balance au désert, soit vous souffrez et vous survivez, ou bien vous souffrez et vous partez pour toujours. Maintenant, la question qui se pose, est-ce moral de la part de l'Algérie de le faire? Point d'interrogation. La deuxième question, c'est qui sommes-nous pour juger l'Algérie par rapport à ça? Si nous ne pouvons pas nous-mêmes
résorber nos problèmes. Je pense qu'il y a une question très essentielle ici à laquelle il faut répondre. C'est celle-ci. Pourquoi les Africains quittent l'Afrique pour aller en Europe? Les subsahariens généralement quittent l'Afrique pour aller en Europe parce qu'ils vivent généralement dans des républiques bananières. Des républiques sans courant électrique qui sont généralement dirigées par des messieurs qui sont là depuis 15, 20, 30 ans. Si pas à peine venus et ont grossi leur ventre. La deuxième raison pour laquelle les gens quittent, c'est la pauvreté. Pas d'opportunité, pas d'argent, pas d'issue. La troisième raison, c'est le chômage. Donc, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'ambition. Il y a beaucoup de jeunes qui finissent l'université, mais finalement, qui se retrouvent à déambuler dans les quartiers. La quatrième raison, c'est certainement les images que nous renvoient l'Europe et les États-Unis. Généralement, ceux qui partent en Europe, en tout cas parmi les Africains, ne se gênent pas de montrer comment leur vie s'est améliorée. En prenant des voitures, dans des endroits huppés, quelquefois à côté d'une voiture d'un total étranger. Ceux qui sont en Afrique, inconsciemment, pensent qu'en partant en Europe, sa vie s'améliore. C'est ça, nous avions tous pensé cela, qu'il suffisait de partir en Europe pour commencer à acheter des terrains, commencer à construire, sans nécessairement comprendre que ça ne se transcrit pas à cela. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est l'impression, généralement, que les subsahariens, pour quelconque raison, veulent donner à ceux qui sont restés à l'arrière que leur vie s'est totalement améliorée depuis qu'ils sont en Allemagne, n'expliquant pas les difficultés que vivent ceux qui sont sur terre. Maintenant, l'Algérie a-t-elle raison ou tort de vous renvoyer dans le désert? Ou bien c'est de votre responsabilité à vous de vous éduquer, en tout cas de prendre le peu d'argent dans lequel vous vous servez pour aller en Europe. Beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent, 2 000, 3 000, 4 000, jusqu'à 7 000 euros, cherchant à partir en Europe de manière clandestine. On peut se servir de la moitié, si pas une portion de cet argent, pour commencer une petite entreprise à la maison. Un petit business qui génère de l'argent. Parce que généralement, les gens subsahariens vont en Europe, c'est pour chercher de l'argent. Donc si tu peux dépenser 6 000 $ pour aller en Europe ou aller au Brésil, pour entrer aux États-Unis, pourquoi ne pas s'en servir pour autre chose? Et autre question, c'est la question d'appartenance. Tout le monde blâme les gouvernements africains de dictature. Mais personne n'a le courage de se mettre ensemble parce que certainement vous posez la question de savoir pourquoi les Africains ne se mettent pas ensemble pour combattre cette dictature. Pourquoi ces Africains de chaque pays ne s'unissent pas pour renverser tout ce qui est négatif en ce qui concerne leurs autorités. La question est très simple. Beaucoup parmi ces Africains qui se plaignent ont des membres de famille situés en autorité. Il y a des gens qui ont des cousins, qui sont ministres. Ils ont des neveux qui sont, je sais pas qui. Ils ont le président qui est leur frère. Alors, c'est difficile pour eux de s'exprimer, bien qu'ils ne profitent pas directement, mais indirectement de ce qu'il y a là. Donc, c'est ça. Il y a aussi une autre catégorie de personnes. C'est ceux-là qui soutiennent le président seulement parce qu'il est de leur tribu. Quand vous soutenez un président de la République, non pas pour ce qu'il accomplit, mais plutôt parce qu'il parle la langue de votre mère, ça montre combien nous avons plusieurs problèmes. Partant du problème démocratique, on se pose la question, est-ce que la démocratie est vraiment africaine? Deuxièmement, ne faudrait-il pas créer des pays en rapport avec chaque tribu? Parce que naturellement, les Africains apparemment ont tendance à se tourner vers quelqu'un selon son appartenance tribale. Même dans les églises, vous verrez les églises cherchent un pasteur de leur tribu. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur. Dans la plupart des cas, vous verrez si un pasteur il est de la tribu A, la grande majorité des fidèles sont de la tribu A. Si le pasteur est de la tribu B, la grande majorité des fidèles, c'est ça le problème. Et maintenant, nous partons au Mali. Au Mali, un grand pays, beau peuple, très intéressant, une histoire assez profonde dont on parlera ici très professionnellement. Au Mali, les gens se plaignent parce qu'il y a eu dissolution des partis politiques. Recommandation. Dissoudre tous les partis politiques. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum dans la nouvelle charte. Les partis politiques ne vont pas acter pendant un temps. Et beaucoup de gens sont très en colère par rapport à ça. Ils disent que c'est de la dictature, c'est inacceptable, c'est incroyable. Cette liberté de création que la Constitution a garantie et reconnue pour les partis politiques n'est plus d'actualité. Donc nous pensons que là aussi, il y a une atteinte à la Constitution du 22 juillet 2023. À première vue, on se pose la question, pourquoi dissoudre les partis politiques ou les empêcher de travailler si vraiment l'autorité a des objectifs démocratiques? On va essayer de voir ce qui s'est passé au Mali depuis quelque temps. 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté par des soldats après une mutinerie sur la base militaire. Le lendemain, il démissionne et dissout le gouvernement et le parlement, déclarant qu'il ne souhaitait pas que le sang coule pour le maintenir au pouvoir. Nous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. C'était quand même noble de sa part.
N'est-ce pas noble de la part d'un Africain de démissionner au lieu de laisser couler le sang en son nom, chose que beaucoup de personnes sont incapables de faire. Un groupe de colonels dirigé par le colonel Assimi Goïta a formé le Comité national pour le salut du peuple, la CNSP. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a imposé des sanctions et le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné le coup d'État appelant au rétablissement d'un régime civil. En septembre 2020, le gouvernement de la transition a été mis en place, avec Ban Dou, président, et Assimi Goïta comme vice-président. Mais en 2021, l'armée reprend le pouvoir. Le vice-président Assimi Goïta a mené un deuxième coup d'État, arrêtant le président Ban Dou et le premier ministre Mokhtar Ouane, invoquant des désaccords sur la composition du nouveau cabinet. Goïta, président par intérim, le gouvernement de transition est restructuré. La CEDEAO et l'Union africaine ont suspendu l'adhésion du Mali et la France a suspendu ses coopérations militaires conjointes au Mali. En août 2024, une conférence politique nationale est recommandée. La nomination d'Assimi Goïta à la présidence pour un mandat renouvelable de 5 ans et la dissolution des partis politiques, consolidant ainsi le contrôle militaire. Alors, beaucoup de personnes se plaignent disant qu'il y a violation des droits de l'homme, qu'il y a beaucoup de choses négatives qui se passent. Mais certaines personnes diraient, pourquoi les gens s'inquiètent sur la dissolution des partis politiques? Parce qu'en effet, il y a un groupe de personnes qui pensent qu'il y a nécessité de dissoudre ces partis politiques parce que en ce moment-ci où le Mali traverse un moment absolument difficile, où le Mali essaie de se reconstruire après avoir rejeté, renvoyé tout ce qu'il y avait de négatif, il est impératif qu'il y ait synchronisation d'esprit entre peuples maliens. Il va falloir tout simplement faire en sorte qu'il y ait un minimum de partis politiques dont les conséquences va éviter le fractionnement des populations, n'est-ce pas, le rassemblement des populations, et quelqu'un l'a si bien dit, de corriger un peu la dispersion des forces politiques. Et en ayant multiples partis politiques qui généralement, quelquefois, font du bien, des fois aussi ne font pas toujours du bien, c'est-à-dire en déclarant quelquefois des paroles de propagande dans l'objectif de gagner des élections ou gagner le soutien de la population. Ceci, en ce moment de fragilité que le Mali traverse, serait délétère à son existence. Donc il est, d'après certains experts, nécessaire en ce moment-ci que le Mali soit ferme. C'est-à-dire, s'il faut taire certaines bouches pour que le Mali aille de l'avant, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a un danger dans cela. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut peut-être le faire pour le positif. Est-ce possible? Oui, c'est possible de le faire pour le positif. Maintenant, y a-t-il possibilité que dans le futur, ça devienne un train de contrôle, c'est-à-dire muer tout le monde de possibilité de s'exprimer? C'est aussi une possibilité. Que faut-il espérer? Dans ce cas, il faudrait quand même espérer qu'il y ait assez de maturité parmi les autorités maliennes pour comprendre que on peut muer les gens à un certain moment jusqu'à ce que les choses soient bien. En ce moment-là, on va accorder à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Mais est-ce que ce moment-là est déjà venu maintenant au Mali? Beaucoup d'experts pensent que ce n'est pas encore le moment. En exemple, on pourrait prendre l'Ukraine. En Ukraine, il y a eu dissolution de partis politiques pendant la guerre contre la Russie. Pourquoi? Parce que le président ukrainien avait jugé que certains partis politiques étaient trop complaisants ou trop russes dans leurs paroles. Les activités des politiciens visant à semer la discorde et la collaboration sont vouées à l'échec et feront l'objet d'une réponse sévère. C'est pourquoi le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine a décidé, compte tenu de la guerre à grande échelle déclenchée par la Fédération de Russie et des liens entre celle-ci et certaines structures politiques, de suspendre les activités de plusieurs partis politiques pendant la durée de la loi martiale. Pour éviter une certaine division d'esprit au milieu du peuple, il était essentiel que ces partis politiques se taisent d'abord. Voilà. Donc, en Ukraine, c'était acceptable que les partis politiques soient tués, mais ce n'est pas acceptable au Mali. Les conditions ne sont pas tout à fait exactes, mais on espère, comme on le dit, que la réalité que c'est fait là, c'est une réalité temporaire dans l'objectif d'unir le Mali d'abord, que le Mali soit fort pour que plus tard, chaque parti politique reprenne son autorité. Il y a eu plusieurs allégations suggérant que beaucoup de partis politiques reçoivent de l'argent venant des colonisateurs. Beaucoup de partis politiques sont sponsorisés par des forces extérieures qui ont pour objectif de déstabiliser le Mali. Alors peut-on vérifier cela? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Depuis l'Algérie, prenant le subsaharien, les balançant dans le désert, est-ce qu'ils le méritent? Ou revient-il à l'Algérie de les placer dans les avions et les renvoyer dans leur pays d'origine? Si l'Algérie le fait, qui paiera pour cette fuite de ressources? Est-il acceptable qu'au Mali, que les partis politiques soient posés pendant un temps, jusqu'à ce que la République retrouve une certaine authenticité? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.